Yeah. Grrr. Hey yo. Ça fait des tractions surhumaines, que des gars comme dans la section criminelle. Marabout protection, prix neige. Que ça fait pour s'en sortir qu'à pas de privilèges. Ça veut la quicheta, ça vend la dos. Ça fume la OG, la gelato. Que des vrais OG, très peu de taupe. Et que des vrais pirates sur le bateau. Pour tous les gens du ghetto. Salut les crocos, j'espère que vous allez bien, c'est Toto Alligator, voilà, c'est mon deuxième invité, et si le premier c'était Karine Photographie qui nous parlait des paysages et des photos, là on va parler d'une personne qui a un parcours de vie assez atypique, mais assez touchant, assez émouvant. Il a décidé en plus d'écrire un livre, donc peut-être qu'un jour j'écrirai mon livre sur YouTube. Je vous parle de la vidéo, dans un mois bientôt vous aurez les 2 ans de ma chaîne, donc vous aurez une vidéo inédite, mais assez parlé, maintenant je vais présenter mon nouvel invité qui s'appelle Marc Arthur. Marc Arthur qui a écrit un livre, mais je vais pas en parler, en fait c'est lui qui va se présenter. Marc Arthur, c'est à toi, qui tu es, tu peux te présenter. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je voudrais te remercier pour ton invitation. Je m'appelle Marc Arthur Deanga Nuyopacho, donc j'ai 2 noms et 2 prénoms. Je suis originaire de la République centrafricaine. Je suis né en République centrafricaine, j'ai grandi. Et puis voilà, j'ai fait mes études en Tunisie et ça fait 4 ans que je suis sur le territoire français. Voilà. Et du coup, tu vas du coup, parce qu'en fait, tu m'en as parlé un peu ton histoire, donc ta longue histoire, dans un cadre d'un boulot à Saint-Martin-en-Haut. On dira pas le boulot pour normal parce que c'est lui professionnel. Par contre, tu m'as parlé d'un livre. D'un livre. Et là, c'est là où ça m'intéresse énormément. C'est parce que tu as écrit un livre. Est-ce que tu l'as sur toi, le livre? Est-ce que tu l'as avec toi? Tu pourras le présenter si tu veux aux abonnés, il n'y a pas de problème. Mais là, voilà, parle-nous de ton livre. Quelle était l'idée de faire ton livre? Comment tu as fait les démarches, l'histoire que tu as voulu raconter? Et comment tu as voulu toucher le lecteur? Parce que bah là, c'est écrire un livre, c'est bien, mais écrire un livre qui n'a pas d'intérêt, ça sert à rien, limite. Toi, tu as écrit un livre qui a un intérêt qui est incroyable. Voilà, tu vas, parce que je crois que tu es quelqu'un d'important. Et quand tu m'as montré ce livre, quand tu m'as raconté, ça m'a énormément touché. Ton histoire m'a aussi touché, tu pourras aussi en parler. Voilà, Marc Arthur, ton livre, toi, tu peux tout nous dire. Bon, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour détailler le livre en tant que tel, mais alors c'est vraiment un parcours de vie personnelle que je voulais partager à travers ce livre. Un modeste parcours parce que effectivement, tu disais que j'étais quelqu'un d'important. Bon, nous sommes tous des gens importants, mais en tout cas, je pense que je suis une très modeste personne, si on peut dire ainsi. Et ce que je voulais transmettre à travers ce livre intitulé Mon modeste parcours, c'est tout simplement partager en fait un bout de ma vie, ce que j'ai pu traverser et dire au lecteur que voilà, quelque part, quand on se confronte à travers aux problèmes de la vie, aux problèmes quotidiens, ça peut être des problèmes quotidiens, ça peut être vraiment des problèmes qu'on rencontre dans nos vies de manière générale, eh bien, il y a toujours cet espoir-là voilà, de surmonter ces difficultés et d'avoir un autre regard peut-être sur la souffrance, sur la difficulté. Alors, le livre, je l'ai écrit en 2020. Je l'ai écrit en 2020 et il a été en fait retenu lors de la journée du manuscrit francophone. La journée du manuscrit francophone, en fait, c'est une journée, si vous voulez, qui regroupe tous les auteurs de la zone francophonie. Et ces auteurs, en fait, envoient leurs livres devant un jury qui juge et qui soumet, en fait, le livre aux lecteurs. Et ce sont les lecteurs qui vont voter le livre en ligne. Et c'est comme ça que le livre a été retenu et ça a été classé dans la catégorie témoignage en 2020. Alors, le livre, il est de 244 pages et il est subdivisé en fait en gros en 3 chapitres. Donc, 3 chapitres, j'ai mentionné le parcours familial, là où je suis né, le parcours académique, donc mon cursus scolaire et universitaire, mon parcours aussi religieux, enfin spirituel si on peut dire,
Et ça, du côté de la Centrafrique, de la République centrafricaine, mon pays natal, et ensuite le parcours aussi spirituel, académique et également associatif en Tunisie. Et le livre, en fait, ça comporte 7 chapitres. Le dernier chapitre, je l'ai réservé pour parler de la crise politique qui a endeuillé mon pays, la République centrafricaine, ainsi que son impact sur moi en Tunisie. Donc voilà en gros la répartition, si tu veux, du livre en question. Maintenant, je vais rentrer un peu dans les détails, Ah oui. puisque tu me l'as Eh demandé. oui, parce que Pour essayer. l'idée, Ouais, Max, je te coupe, c'est pas de raconter tout le livre parce que bah en ouais. fait ça n'a aucun intérêt pour toi parce que je mettrai en titre en description le livre donc et puis un site où on peut voir ou quoi, ça on verra dans le Mm. montage mais si les gens cliquent, ça s'intéresse et si ça peut intéresser deux trois, c'est super méga intéressant. Alors le but ce qu'on Ouais, va faire, voilà, recentrer tout ça parce que c'est important de recentrer, c'est un peu mon métier aussi quand t'es ouais. youtubeur de recentrer. On va pas Mm. tout épiloguer page par page parce que là on aurait Ouais, 24 heures de c'est clair. tournage et puis Mm. ça aurait aucun intérêt pour du coup pour mes abonnés, pour tes abonnés, pour ta communauté, pour ma Ouais. communauté et pour ceux Mm. qui en fait ça sert à rien d'acheter un livre, juste c'est gratuit, on clique sur Toto on marque, on regarde et puis terminé. C'est pas le but, c'est pas Ouais. le but. Ou il y a Mm. aussi des applications qui font ça, voilà, avec le livre qui lit, bref. Mais Mm. on va situer dans les grandes lignes ta phase, ta conception, enfin, ta naissance du livre, ton Mm. histoire, un Ouais. peu, voilà, pas non plus, Mm. même si ton histoire est super méga enrichissant parce que bah tu me l'as expliqué et puis ça a vraiment été d'une oreille attentive, donc Mm. voilà. Et après, enfin, d'une oreille attentive et d'une émotion particulière qui est quand même assez intéressante, mais tu vas en parler, y a pas de problème. Donc ton Mm. livre, comment avec ton histoire familiale, voilà, Ouais. ton parcours familial, ton parcours pour arriver du coup là où tu résides en région Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Tu peux tout nous raconter et puis tes projets et si actuellement tu défends tes projets. Effectivement, alors donc dans le parcours familial, j'ai voulu mettre en exergue en fait les difficultés que j'ai rencontrées. Alors la première difficulté, c'est vraiment le décès de mon papa à l'âge de 12 ans. Et comme chez nous en Afrique, en fait, la polygamie est de fait, hein, c'est factuel parce que c'est la tradition. Donc, papa avait 2 femmes à la maison. Mais vous savez que chez nous, on n'a pas encore cette culture de testament. C'est-à-dire que les parents rédigent souvent les testaments comme en Europe. Chez nous, c'est pas encore vraiment connu. Donc, du coup, lui n'a pas rédigé un testament pour son héritage. Et donc, quand il décède, toute la famille, en fait, est venue à la maison prendre tous les biens de notre papa. Donc, à l'époque, moi, j'avais 12 ans. J'étais en sixième en ce moment-là. Et donc, la première chose qui m'a frappé, c'est de voir comment mon père ne pouvait plus parler, etc. Donc, ça a été un choc violent pour moi, donc à l'âge de 12 ans. Et à partir de ce moment, j'ai pris aussi conscience que toute ma vie allait être chamboulée. C'est-à-dire que j'allais rencontrer certainement des difficultés. Donc voilà, la famille a tout pris et donc ils ont largué nos mamans, c'est-à-dire qu'ils les ont chassés hein, de la maison. Donc à l'époque, ma mère, elle était encore étudiante et donc vous imaginez les difficultés. Ouais. Donc maman a dû vraiment vendre les beignets, etc. En Afrique. Parce que les beignets, en fait, c'est quand même un aliment voilà, de base. Et donc, elle a pu vendre ça pour subvenir à nos besoins. Pendant ce temps Alors, de la Max, sixième... Oui, je te coupe deux oui. secondes parce que bah du coup la vidéo sort après les élections Donald Trump-Kamala Harris. Bref, Ouais, je tiens à rappeler aux abonnés que en fait on ne parlera pas politique, qu'on parlera pas pour religieux parce que la chaîne n'a pas de parti, la chaîne reste neutre et c'est pas le but. Et si voilà, faut quand même rappeler aux abonnés parce que à la fin de la vidéo, si par exemple ils vont dire ouais, mais du coup on a compris ce que Thomas, parce que du coup contexte politique, le monde actuel, et du coup on reprend le fait que c'est l'histoire de cet homme, comment il a fait,
comment il a écrit un livre et le courage d'écrire un livre. Voilà. C'est juste pour ça que voilà, je préfère remettre parce que du coup, bah, tu sais, avec les tensions politiques qu'il y a en France ou ailleurs, en France de Navarre, voilà, j'aimerais pas que ma chaîne dise oh putain Thomas il est à fond politique alors que pas du tout, on est sur des facecam et que les prochaines facecam c'est avec un freestyler donc ça a rien à voir et puis c'est voilà. Donc on reprend le fait que voilà, on essaye de pas trop parler de politique même si c'est un moment important quand même sur le livre et sur ta vie aussi parce que t'as mené des actions mais c'est comment raconter l'histoire et comment parler du livre tel que t'es et du personnage sans trop faire de politique et de religion. Enfin, tu comprends du coup. Oui, je comprends. Ouais, je te mets un peu dans le vif, c'est sûr, mais parce que c'est pour ça que c'est pour ça que jamais je prévois mes interviews en avance avec des questions. Je Ouais. laisse court je laisse court, mais j'essaie de recentrer quand même pour pas qu'on perd le fil du chemin. Je te Hmm. reprends du coup le parole, je te redonne la parole, Mac. Vas-y. Ouais. OK. Ouais, donc, du coup, à partir de ce moment, notre maman a dû vendre les beignets, etc. Et moi-même, pour vraiment sortir de cette situation, faire face à cette difficulté, j'ai été marchand ambulant. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un un marchand ambulant, en fait, au pays, on achetait par exemple des peignes, des lames rasoirs, des ciseaux, etc. Je vous donne un exemple. Quand j'achetais par exemple à 5 euros, j'essayais de vendre par exemple à 7 euros. Donc, pour trouver au moins une marge de 2 euros. Et c'est ça, en fait, qui me permettait, et moi et mon petit frère d'ailleurs, de s'en sortir par rapport à ça. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment le parcours familial qui était très, très délicat. Et cela aussi a beaucoup joué sur moi, sur mon adolescence, hein, parce que je vivais sans père, etc. Mais j'ai eu la chance, en fait, d'être élevé par mon cousin. Vous savez qu'en Afrique, on a une famille nombreuse et on se soutient quand même. Donc, du coup, j'ai un de mes cousins éloignés qui a vu la situation que maman traversait parce que elle gérait elle seule deux enfants, en plus, enfin deux ados en plus. Elle était étudiante à l'époque, donc c'était très difficile pour elle. Et donc, en ce moment-là, mon cousin m'a pris chez lui et d'ailleurs, lui, il prenait tous les orphelins de la famille et il les élevait. Donc moi, j'ai eu cette chance en fait de revenir chez lui. Donc il était député à l'époque, hein, député de la nation. Donc du coup, à partir de ce moment, j'étais bien concentré. Et donc à partir de la troisième et en terminale, donc là, j'ai fait mes études normalement jusqu'à l'obtention de mon bac. Donc voilà un peu l'historique familial. Donc la difficulté, le décès de mon papa, trop de problèmes, mais on a dû quand même se battre à travers en étant marchand ambulant pour pouvoir s'en sortir. Et donc, je bascule maintenant sur le côté études. Et donc, à partir de la Et du troisième coup, là, jusqu'en... je te coupe, parce que c'est super Ouais, intéressant. Du coup, t'étais marchand ambulant, et t'étais ouais, aussi, du coup, t'as fait ton bac, tu joues à ton bac, c'est ça? ouais, Ouais. ouais, Tu ouais. vois, je te suis, c'est bien, je dors pas, t'inquiète. Et en fait, tu l'as fait dans le pays là où tu es né, ou tu l'as fait dans d'autres Oui, c'est pays? ça. Ok. Non, en République centrafricaine, ouais. Ok, Mm. donc ça veut dire pendant de 12 ans jusqu'à quel âge? Le bac 18 ans? 12 ans jusqu'à 20. J'ai eu mon bac à 20 ans. Ok, donc 8 ans, t'as fait du marchand ambulant et t'as fait les études. Voilà, j'ai fait ouais, marchand ambulant et j'ai également vendu des cartes de crédit, là, en fait, téléphoniques. Donc, j'ai ouvert ce qu'on appelle les call box chez nous. Et Voilà, ça, donc j'ai ouvert. et ça, t'as fait ça pour subvenir à tes besoins. Effectivement. Ok. Et du coup, Mm. est-ce que du coup, t'as des actions, on en reparlera au fil du long en France, mais est-ce que du coup, en France, tu parles de ça à des enfants? On parle du décrochage scolaire, tu vois, on parle du décrochage scolaire, que des enfants n'y vont pas. Est-ce que Mm. ça remet, enfin moi je l'ai vu, donc c'est vrai que c'est pas mal, mais est-ce que ça remet un coup de boost? Parce que voilà, il y a des enfants qui ont des décrochage scolaire et tout, donc
Et où est-ce qu'ils se disent, bah ouais, très bien, il a fait ça, moi maintenant, 2024, perso à la maison c'est bien, il y a la Play, Fortnite, et l'école on n'y va pas, et tant pis. Non, non, je pense il faut vraiment se dire que même si on veut pas de l'école classique, ce que je peux comprendre parce que c'est vrai que l'école classique, si on évalue le temps, ça peut prendre beaucoup de temps en fait, ça prend énormément de temps l'école classique. Mais le plus important, c'est d'avoir les bases. Et donc, il faut aller à l'école. L'école primaire est très importante pour moi. L'école primaire jusqu'en terminale, ne serait-ce que son bac et s'orienter vraiment dans le domaine professionnel on peut faire ce qu'on aime. Donc, si on aime ce qu'on fait et qu'on choisit, c'est bien, au lieu de faire des longues études. Donc, du coup, mais ce qui est très important ici, c'est de ne jamais lâcher. Surtout, il faut avoir les connaissances de base. On peut prendre l'exemple des grands chefs d'entreprise aujourd'hui dans le monde. Eux, ils ont quand même négligé l'école, mais à un moment donné, ils sont obligés en fait de revenir et faire des formations spécifiques. D'où l'importance même de l'école, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir certaines bases pour y aller. Je te coupe 2 secondes, parce que j'ai un Ouais. appel important, c'est super méga Mm. important. Hop, allez, rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Alors voilà, on avait fini quasiment le parcours de Marc Arthur qui avait quitté son pays natal. Et il nous avait parlé du décrochage scolaire de certaines personnes en France qui du coup se disent bah c'est mieux de jouer à Fortnite que d'aller à l'école. Et là maintenant il va nous parler de la Tunisie et comment elle a mené à bien son combat pour venir en France, comment elle a fait pour venir aussi en France. Attention, je tiens à préciser, je tiens à relancer, c'est important, mais des piqûres de rappel, qu'on ne parle pas politique et que en fait le but de la chaîne c'est pas de prendre un homme politique ou quelqu'un qui parle politique et le but est de vous faire dire voilà la politique c'est comme ça c'est mal ou quoi. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Je peux très bien avoir un politique de droite, de gauche, de milieu ou d'autres pays, voilà, sans me parler politique mais juste du combat. Et là son combat c'est quoi? Il a créé un livre, je rappelle. Il va nous parler de la Tunisie, il va nous parler de son arrivée en France, ainsi que sa création de livre. Mac, on reprend le micro, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, alors moi, je disais que j'ai eu mon bac au pays et j'ai eu aussi un BTS hein, en banque finance, donc 2 ans après le bac. Je raconte aussi dans le livre qu'en fait, je devais partir au Maroc parce que, oh là là, désolé. T'inquiète, c'est l'effet du direct, attends. Ouais. Donc, du coup, j'ai raconté aussi que avant de partir, en fait, en Tunisie, j'ai obtenu une bourse de mon pays et malheureusement, j'ai pas pu voyager au Maroc. C'était une autre personne qui elle, avait donné un peu d'argent pour pouvoir partir. Donc, ça m'avait quand même fait très mal. Et à l'époque, mon cousin qui était encore en vie me disait, bah, c'est pas grave, il faut continuer, va jusqu'au BTS et on verra. Et c'est comme ça qu'il va tenir sa promesse 2 années après. Donc, j'obtiens le BTS et ils m'envoient en Tunisie, en fait, pour continuer mes études supérieures. Je rappelle également aussi que ce qui a permis à ce que je puisse obtenir mon bac et le BTS, c'était vraiment de travailler en groupe. Ça, c'est vraiment cette notion de solidarité et de se constituer en groupe, en équipe, en un mot, pour pouvoir unir les forces et travailler. Donc moi, j'étais pas, par exemple, fort dans certaines matières et j'avais des amis qui, eux, étaient très forts dans d'autres matières. Donc du coup, on se complétait dans les matières où j'étais fort, je leur donnais un coup de main et eux, réciproquement, dans leur domaine, ils me donnaient aussi un coup de main. Donc on a travaillé beaucoup plus à l'école, sur la voie publique aussi, parce que je rappelle que moi, j'ai étudié avec la lampe à pétrole. Donc, vraiment, moi, je ne connaissais pas l'éclairage, l'électricité d'une manière générale. Donc, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés par rapport à ça. Et donc, je bénéficiais beaucoup plus de l'éclairage public aussi pour étudier. Donc, vous voyez, quand on sort le soir pour étudier,
il fait quand même calme parce qu'il y a pas assez de voitures qui circulent, donc il y a un peu plus de calme. Et donc, on profite en fait de l'éclairage public et c'était aussi très tard la nuit quand on rentrait. Donc voilà, tout ça a permis en fait que je puisse obtenir le BTS et le bac et le BTS. Et après, donc, j'étais parti en Tunisie pour mes études. J'arrive en Tunisie le 6 novembre 2011, je ne vais jamais l'oublier. C'est important que je le rappelle. Et en fait, j'arrive, il y a deux changements qui sont beaucoup plus flagrants. Le premier changement, pardon, c'est beaucoup plus le climat qui change. Je rappelle qu'en République centrafricaine, je connaissais que deux saisons, à savoir la saison sèche et la saison des pluies. Mais quand j'arrive en Tunisie, je me suis confronté pour la première fois au froid, c'est-à-dire l'hiver. Donc voilà, les premières difficultés commencent dès ce moment-là. Et donc je partais à l'école, les mains enflées, etc., etc. Et voilà, et je connaissais personne en Tunisie aussi, donc j'étais éloigné de ma mère, de mon frère. Donc, j'étais seul, quoi. Donc, les premières difficultés, donc, je le rappelle, l'hiver, mais aussi, j'avais pas, par exemple, certaines matières que j'étudiais au pays. Donc, du coup, ça, c'était chaud, donc il fallait travailler. Donc, j'ai continué dans la même lancée avec des amis pour travailler à l'école, etc., etc. Ce qui a vraiment le déclic en Tunisie, ça a été une année après. Donc, j'arrive en 2011 et en 2012, et bam, voilà, comme dans tous les pays, la crise a éclaté. Du coup, ça a eu un impact sur moi en Tunisie. Donc, durant cette crise, en fait, le pays a été renversé. Donc, c'était un putsch. Les rebelles ont pris le pouvoir, etc. Donc, à partir de ce moment, tout était coupé. On était coupé de tout. Je n'étais pas le seul. Les Centrafricains qui étaient en Tunisie comme moi vivaient la même chose. Donc, je n'ai pas parlé avec ma maman, par exemple, pendant presque 2 ans. Donc, Internet est coupé, j'avais plus d'argent parce que mon cousin, lui, il était député, comme le pays a été renversé, ils ont dissous l'Assemblée nationale. Donc, lui aussi ne travaillait plus, donc il a tout perdu. Et donc, voilà, je me retrouvais seul face à cette difficulté-là. Et franchement, je ne savais pas comment m'en sortir par rapport à ça. Alors, le déclic, ça a été, je me suis dit, bah, écoute, toi, quelqu'un te paye l'école et tu es dans une université privée. Donc, voilà, tu ne peux plus aller à l'école parce qu'il fallait payer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, automatiquement, comme je n'étais pas seul dans cette situation, j'ai eu l'idée, en fait, de créer une association qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle l'Association des étudiants stagiaires centrafricains en Tunisie. Donc, je l'ai fondée avec 3 de mes compatriotes. Et donc, le but, vraiment premier, c'était de venir en aide à nos compatriotes en difficulté. Donc, on partait dans des universités, rencontrer les responsables des universités. Pour moi, ça a été facile parce que j'étais déjà actif au sein de mon université. Je présidais déjà le bureau des délégués et on faisait pas mal d'activités dans le but d'intégrer les étudiants internationaux dans notre faculté. Donc, étant donné que je me suis beaucoup donné à l'université et quand la crise est arrivée et que je suis allé voir mon directeur et le fondateur en question, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, MacArthur, tu peux continuer tes études jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Et en ce moment, nous, on garde tes diplômes et tes bulletins et jusqu'à complet paiement. Et c'est quand tu auras payé l'école que tu entreras en possession en fait de tes diplômes. Voilà comment moi je me suis vraiment voilà, c'est comme ça que j'ai pu continuer mes Ouais, tu études. t'es forgé, du coup. Du coup, tu as grandi avec ça, tu as pu connaître le monde politique centrafricain et africain, avec une crise qui, du coup, qui est quand même, comme tu disais, du coup, ton cousin qui était député de Tunisie. Donc ensuite, t'es parti en Tunisie, t'as eu le diplôme, t'as étudié à la dure, on peut dire, hein, parce que les conditions, par rapport en France, on a une lumière, c'est incroyable. Même si malheureusement, les gens à Paris, bah, qui sont des studios, des chambres de bonne,
une difficulté à se loger et tout ça, mais ils ont quand même la chance d'avoir un toit. Mais bon, la vie étudiante, c'est une vie compliquée et sinueuse et qui n'est pas très reconnue malheureusement. Pourtant, on demande de faire des études. Alors ensuite, du coup, tu arrives en Tunisie, on est sur la fin, si vous nous voyez, on est sur la fin de l'interview. Donc voilà, il reste à peu près 7 minutes d'interview, à peu près. Comment tu es arrivé du coup en France? Qu'est-ce que tu as fait en France? Et du coup, comment t'as eu l'idée d'écrire ce livre-là? C'est vraiment la question que je me pose et que certains abonnés se posent. C'est comment tu as eu l'idée. Ok, tu as une vie incroyable, tu as une expérience de vie enrichissante, tumultueuse, mais comment tu as pu lire? Comment tu as pu se dire, voilà, maintenant, le déclic, c'est créer un livre. Voilà. Et ton livre Alors, s'appelle mon modeste parcours. Ton modeste parcours. Voilà. Bien évidemment. Voilà, mon Allez. modeste parcours. Alors, du coup, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, si tu veux, après la fondation de notre association, je suis allé au niveau de l'AESAT. Donc, l'AESAT, c'est vraiment l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Et donc, c'est une association qui regroupe toutes les associations filles. Je m'explique. Il y a 25 nationalités en Tunisie, 25 nationalités estudiantines et stagiaires. Donc, chaque nationalité a une association et l'association mère qui regroupe toutes les autres associations, c'est ce qu'on appelle l'AESAT, l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Et j'ai eu la chance, en fait, de présider cette association pendant 2 ans. Donc, on a fait pas mal de choses. C'est pour ça que je connais très bien la Tunisie. Je faisais les 9 régions en voiture pour aller rencontrer les étudiants. Je gérais 8000 étudiants et donc avec les différents bureaux. Donc, moi, j'ai travaillé avec plusieurs étudiants et étudiantes de plusieurs nationalités. Donc, du coup, on a relevé le défi qui était en Tunisie, de ce défi de l'intégration des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Donc ça m'a valu beaucoup de choses, ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai rencontré le président de la Tunisie, voilà, j'ai fait pas mal de choses en tout cas en Tunisie. Donc je vous laisse, en tout cas pour nos lecteurs, je leur laisse la possibilité de consulter les livres et vont découvrir pas mal de choses. Donc du coup, quand j'ai réalisé tout ça, je me suis dit, alors, qu'est-ce que je peux léguer comme héritage en Tunisie pour les jeunes qui vont venir après? Parce que dans le livre, j'ai expliqué aussi comment s'intégrer en Tunisie. J'ai donné des astuces, comment réussir à l'école, etc. Quels sont les lieux à ne pas fréquenter, etc., etc. Les démarches administratives. Donc, tout ça, j'ai expliqué Du coup, dans le livre. le livre, c'est un journal de bord pour une personne qui arrive, qui est perdue, qui se dit, bah là, je vais acheter un livre parce que c'est important. Il va le lire et du coup, il aura tout le faciès. Et... Ah, Tout à fait. c'est beau, Donc, Donc, pour ceux qui sont en Tunisie, c'est vraiment un livre d'intégration, les astuces, comment s'intégrer. Pour ceux qui sont dans le monde entier, c'est vraiment de dire que, voilà, quel que soit, comme le dit un penseur, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Parce que ça veut dire tout simplement que, quelles que soient vraiment nos difficultés, il y a toujours une solution. Il ne faut pas demeurer dans la difficulté, il ne faut pas croiser les bras face à la difficulté. La difficulté, c'est l'adversaire. Et on ne peut pas se baisser les bras face à l'adversité. Il faut toujours trouver une solution. Donc, c'est ce que j'ai voulu expliquer à travers ce livre et tout. Alors, tu m'as posé une question, une très bonne question. Comment j'ai pu faire en fait pour venir en France et tout. Alors, c'est grâce au livre que je suis venu en France parce qu'à l'entame de mes propos, je disais que le livre a été retenu lors de la journée du manuscrit francophone 2020. Donc, j'arrive en France en 2020 et du coup, 2 jours après, on a confiné le pays. Donc, c'était pendant la pandémie de Covid. Et donc, je suis resté en France. Et donc, après le confinement, j'ai entamé les démarches administratives. Et donc là, j'ai demandé l'asile politique parce que mon cousin, il était politicien. Et vous savez qu'en République centrafricaine, c'est pas comme en France parce que vous, vous pouvez dire, ici, vous pouvez voilà, parler du président, etc. Rien ne vous arrive, on respecte votre opinion. C'est pas le cas dans tous les pays. Et donc, chez moi particulièrement, il faut faire très attention à tout ça. Donc, si vous êtes dans la politique, c'est pas vous seulement qu'on cherche, c'est toute votre famille. Donc, du coup,
En fait, nous tous, on est un peu éparpillés dans le monde. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai demandé l'asile. Et donc, après 4 ans, enfin, après 3 ans d'attente, finalement, j'ai obtenu donc, le statut de réfugié aujourd'hui. Et donc, j'ai 10 ans sur le territoire français. Donc, du Parfait. coup, j'ai aussi expliqué, en fait, cette partie, c'est la résilience aussi. Le mot résilience y réside. Le mot également détermination, courage, tout ça entre en ligne de compte par rapport à ce livre parce que euh, pour les démarches administratives, c'est très complexe. C'est très complexe. Et donc, du coup, quand vous faites votre demande, eh bien, vous ne pouvez pas en fait faire le suivi. Vous attendez l'administration et vous ne savez pas si la réponse elle est oui ou non. Donc moi, j'ai traversé cette période aussi très compliquée. J'étais solitaire, etc., etc. Mais là encore, je n'ai pas baissé les bras. J'étais très actif au niveau de ma ville actuelle, à Rouen. J'ai été bénévole. J'ai été également professeur de FLE, le français langue étrangère, pour les étrangers qui arrivent sur le territoire français. Et donc, voilà, j'ai fait pas mal de choses aussi à Rouen. Donc, tout ça, ça m'a valu, en fait, ça m'a ouvert les portes aujourd'hui, voilà, de trouver un toit parce que j'en avais pas aussi. Il faut rappeler aussi que j'ai été SDF pendant 6 mois. Pour ceux qui le savent, vous appelez voilà, vous appelez le numéro, le 14, en fait, vous l'appelez et donc vous confirmez votre place tous les soirs pour dormir. Donc c'était compliqué. Le matin, il fallait sortir et tout ça. Mais voilà, tout ça est derrière moi aujourd'hui. Et donc c'est vraiment une forme de résilience, de courage. Et là, encore une fois de plus, avec tout ce que j'ai pu endurer, je retire ou bien je tire tout ce qui est bon. Et je pense que ça m'a forgé en tant qu'homme, ça m'a donné un autre regard sur le monde. Et là, on parle aussi de la migration en France, etc. C'est pour également dire la vérité devant tout le monde ici que si vous n'êtes pas en situation régulière, vous ne pouvez pas bénéficier des prestations de l'État, des prestations sociales. Donc, il faut être à jour, en fait, pour pouvoir bénéficier de tout ça. Donc, c'est pour vous dire que moi, je suis aussi passé par là et donc, je connais très bien toute cette démarche administrative. Et aujourd'hui, voilà, je suis très content et c'est pour ça que je t'ai rencontré, Thomas, dans le cadre professionnel aussi. Et aujourd'hui, voilà, je parle de ce livre pour expliquer aux jeunes, expliquer aussi à tout le monde que voilà, il ne faut pas baisser les bras devant les difficultés et il faut avancer malgré tout. En tout cas, Mac, merci beaucoup pour ton livre. Mon parcours modeste, c'est ça le nom du livre, Ouais, qui mon sera modeste parcours. Mon modeste parcours. On peut le retrouver où ça? Dans quelle plateforme Alors, il suffit de taper sur Internet mon modeste parcours. Vous allez trouver des liens. Le premier lien qui sort généralement, c'est pour la maison d'édition. Ça a été publié par les éditions du net. Et ensuite, vous allez trouver tout ce qui est Amazon, Fnac, etc., etc. En tout cas, il est très facile en ligne de le trouver. Vous faites la commande en moins de 2 jours. Vous allez avoir le livre en question. En plus, ça tombe bien parce que la vidéo, là, on la tourne du coup le 8 novembre, mais comme il y a beaucoup de vidéos qui sont en amont parce que je les ai tournées en amont, et bien la vidéo va sortir vers décembre. Décembre, il y a quoi? Noël. Donc, si vous n'avez pas de cadeaux à acheter aux amis et à la famille, Amazon, mon modeste parcours. Vous regardez la vidéo YouTube, vous achetez, vous commandez, vous achetez et vous offrez pour Noël. Alors, du coup, merci en tout cas, Mac, pour cette interview qui a été coupée entre deux avec un heureux événement. C'est moi Mais qui te remercie. voilà, moi je finis toujours mes pascams avec le mot de la fin, ton mot de la fin. Voilà, ton mot ou une phrase de fin, voilà, une phrase de fin, voilà, que tu donnerais à mes abonnés. Mac, la phrase de fin, qu'est-ce que c'est? Alors, un mot de fin, c'est tout simplement te remercier, Thomas, pour ton initiative. C'est quelque chose à saluer et à encourager. Et d'ailleurs, j'invite tous tes abonnés à partager ta page pour que vraiment tu puisses, n'est-ce pas, via ta page, toucher plus de monde et aussi donner beaucoup d'informations aux gens qui peut-être qui peuvent en avoir besoin en tout cas. Et un mot de la fin, c'est vraiment dire que euh,
quelles que soient voilà, les difficultés, il ne faut pas baisser les bras, ça je l'ai déjà dit, mais je finis par une citation de Martin Luther King. Il disait en fait, si tu ne peux pas voler, bah, il faut courir. Et si tu ne peux pas courir, il faut marcher. Dans le cas où tu ne peux pas marcher, bah, il faut ramper. Mais dans tous les cas, il faut avancer. Voilà, je te remercie Thomas. Merci, c'est un peu ma philosophie aussi. La chaîne avance, on rencontre des gens incroyables dans le cadre des boulots. Et puis ces gens-là restent dans les mémoires, ils te disent attends, toi, on se dit, pas maintenant, mais dans quelques jours, on se tient au courant pour une vidéo, pour une interview. En tout cas, merci beaucoup. T'es le deuxième. Voilà, le premier c'est une youtubeuse, le deuxième c'est toi, le troisième, quatrième, il y a d'autres personnes. J'appelle aussi également à des personnes qui font des choses comme Marc Arthur. Alors, pas forcément écrire un livre, mais faire un tableau, voilà, se mettre en valeur. Potato Alligator, c'est quoi? C'est des vlogs, ça vous le savez, c'est des inédits, vous le savez, c'est des concepts, des aventures, ça vous le savez aussi. Mais aussi, ce que vous savez pleinement, c'est aussi des facecam et des rencontres particulièrement touchantes. Merci, Mac. On se dit, Merci. voilà, abonnez-vous, Potato Alligator, les crocos, merci beaucoup. Mac Arthur, à bientôt. À Le cadeau de bientôt. Noël, c'est Ciao. du coup, c'est mon modeste parcours. Est-ce que tu as le livre par là Non, c'est fini, en stock, je l'ai plus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus en stock. Bon, c'est pas grave. De toute façon, de toute façon, le livre sera mis, pas de problème. Mac, on se dit à Ouais. bientôt. À plus. À Et bientôt. bon À courage. plus. Ciao, à plus. Ciao, ciao.